Bonjour à tous, mon nom est Charlotte Caudron, je suis agronome et aujourd'hui je vais vous présenter l'évolution du climat en Montérégie. Avant de regarder un petit peu les indicateurs agroclimatiques pour la Montérégie, je vais d'abord mettre en avant un petit peu l'origine des informations que je vais vous présenter. Donc, l'ensemble des informations viennent d'Ouranos, qui est le consortium en climatologie régionale du Québec. Tous les indicateurs que vous allez voir, les projections sont ici de scénarios climatiques qui sont aujourd'hui les scénarios qu'on considère les plus crédibles à ce jour. Mais encore une fois, la science évolue quand même rapidement. Enfin, les informations que je vais vous présenter sont toutes à l'échelle de la région. Donc, vous allez retrouver à chaque fois une comparaison entre l'historique, qui est la période de temps 1991-2020, c'est-à-dire les 30 dernières années, et la période 2041-2070, qui est finalement notre horizon 2050, notre projection pour le futur. Le premier indicateur que je vais vous présenter, c'est les températures moyennes annuelles. Donc avant d'aller regarder un petit peu l'évolution, je voudrais d'abord vous montrer un petit peu comment fonctionnent les cartes. Donc tout au long de la présentation, vous allez retrouver sur la gauche, juste ici, la carte de l'historique de l'indicateur, c'est-à-dire la moyenne pour la région de 1991 à 2020. Et sur votre droite, vous allez retrouver la même chose, mais pour le futur cette fois-ci. Donc la moyenne pour 2041 à 2070. Vous voyez ici que la carte est constituée de plein de petits carrés. Ce sont des carrés de 10 km par 10 km. C'est la résolution finalement de notre carte. Pour la légende, c'est ce qui est juste ici au milieu. Elle est commune aux deux cartes. Et enfin, juste en dessous, vous allez retrouver un encadré qui va vous présenter la valeur moyenne pour la région. Vous allez avoir toujours la valeur historique, la valeur future, la variation et entre parenthèses juste ici, l'incertitude qui est vraiment liée à l'utilisation des modèles qu'on utilise. Donc, si on regarde maintenant un petit peu plus en détail l'évolution de la température moyenne annuelle en Montérégie, on voit qu'on a une augmentation de cette température de 2,3 degrés Celsius. Donc, on passerait d'une température moyenne annuelle de 6,9 degrés Celsius pour la moyenne des 30 dernières années à une moyenne de 9,2 degrés Celsius pour l'horizon 2050. Si on regarde maintenant cette même température moyenne, mais mensuellement, vous avez ici en noir la courbe qui représente les valeurs de la température moyenne mensuelle pour 1991-2020 et en rouge la même chose, mais pour 2041-2070 cette fois-ci. Donc vous voyez que sur l'année, on retrouve l'augmentation que je viens de vous présenter. Mais si on regarde maintenant ce graphique mois par mois, il y a deux choses quand même intéressantes. C'est d'abord que la courbe rouge est toujours au-dessus de la courbe noire, ce qui veut dire finalement qu'on a une augmentation de la température, quel que soit le mois de l'année en Montérégie. Puis si on regarde l'écartement entre les deux courbes, on voit qu'on a une différence entre les mois de printemps, où là l'écartement semble beaucoup plus rapproché. Donc finalement, on a une augmentation de température moins importante que pour les mois d'hiver, le mois de janvier, décembre par exemple. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations, ce qu'on voit ici, c'est que les précipitations, les modifications sont un petit peu différentes. On a une nette augmentation des précipitations pour les mois d'hiver et du printemps, mais pour les mois d'été et d'automne, on a une augmentation, mais aussi parfois une certaine stabilité, voire même une diminution des précipitations selon les mois. Mais au final, dans l'encadré, ce que vous voyez là, c'est encore une fois la moyenne pour toute l'année. Et sur toute l'année, on a quand même une augmentation des précipitations de 60 mm. Donc on passe de 1053 mm pour notre historique à 1113 mm pour le futur. Avant de continuer la présentation des indicateurs agroclimatiques de la région, je vais vous parler un petit peu des événements extrêmes. Pourquoi on en parle? C'est parce que c'est des événements qui peuvent fortement affecter l'agriculture de manière générale, à la fois les cultures, mais aussi l'élevage. Puis, tous ces événements extrêmes ne sont pas reliés au changement climatique. En effet, il y en a certains où il n'y a pas de lien direct et leur évolution est probablement uniquement due à la variabilité naturelle. Enfin, la dernière chose, c'est que les connaissances à leur sujet évoluent rapidement, donc c'est possible qu'on ait de nouvelles informations dans les années suivantes.
Donc, comme je vous le disais, malgré le fait que les connaissances évoluent encore sur ce sujet, nous sommes quand même certains qu'il devrait y avoir dans le futur moins de vagues de froid extrême. Également, il devrait y avoir plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus chaudes. Ensuite de ça, nous sommes presque certains, donc c'est-à-dire avec un niveau de certitude un petit peu moins élevé, qu'il devrait y avoir plus d'événements de pluie extrême et plus intenses. Et ensuite de ça, on pense qu'il y aura plus de cellules orageuses localisées et intenses, notamment en été. Enfin, les phénomènes pour lesquels nous en savons moins, c'est par exemple le verglas, parce que c'est un phénomène qui est difficile à simuler et il n'y a pas encore suffisamment d'études pour avoir des tendances claires. Malgré ça, on a quand même une tendance qui semble se dégager, qui serait à la baisse pour le sud du Québec, donc moins de phénomènes de verglas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout dans le futur. Ensuite de ça, au niveau des rafales de vent, malgré le fait qu'on a observé une certaine évolution des vents extrêmes dans les dernières années, pour le moment, il n'y a pas encore de signal clair au niveau des prévisions futures et il n'y a pas non plus de liens clairs qui ont été établis avec le changement climatique pour ces phénomènes. Enfin, pour la grêle, c'est un phénomène qui est encore à l'étude pour lequel nous n'avons pas encore de tendance claire. Ce que je vous propose maintenant de faire, c'est vraiment d'aller voir les indicateurs agroclimatiques pour la Montérégie, sachant qu'ils seront regroupés en deux parties, la saison hivernale tout d'abord, et ensuite de ça, la saison de croissance un petit peu plus tard dans la présentation. Le premier indicateur qu'on va regarder pour la saison hivernale, ça va être l'évolution de la température minimale en hiver. Donc vous avez ici la température minimale pour le mois de janvier, qui est le mois le plus froid en Montérégie. Puis, avant d'aller regarder les résultats, je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les graphiques, vu qu'on va en voir tout au long de la présentation. Donc ici, en abscisse, vous avez les années, donc on s'étend de 1970 à 2070. Et en ordonnée, vous avez la valeur de l'indicateur, donc ici, la température minimale pour le mois de janvier. Ici, vous avez plusieurs courbes qui sont illustrées. La première en pointillé, c'est vraiment les observations qui ont été réalisées dans les dernières années, donc c'est vraiment les observations qu'on a vues en Montérégie. Puis ensuite de ça, vous avez deux courbes, une rouge et une bleue. Donc la bleue, c'est vraiment le RCP 4.5 qui est finalement le scénario qu'on appelle optimiste, qui voudrait qu'on est capable de réduire les émissions de GES dans un avenir plutôt proche. Et le courbe rouge, c'est encore une fois le résultat des scénarios climatiques avec un RCP 8.5, c'est-à-dire une diminution des émissions de gaz à effet de serre mondiales, mais cette fois-ci à un avenir un petit peu plus long terme. Donc, vous avez en vert finalement l'ensemble des valeurs que peuvent prendre ces scénarios climatiques dont je viens de vous parler et qui constituent finalement notre incertitude, comme je vous en parlais un petit peu plus tôt. Donc, si on regarde maintenant les valeurs, l'évolution de cette température minimale en hiver, on voit que pour le mois de janvier, qui est donc le mois le plus froid, on passe de 27,2 degrés Celsius pour la moyenne des 30 dernières années à 22,8 degrés Celsius pour notre horizon 2050. Donc finalement, une hausse de 4,4 degrés Celsius pour la température minimale en janvier. Puis, on voit que cette hausse est assez uniforme pour les 3 mois finalement d'hiver. Donc, ce que ça veut dire finalement, c'est qu'on a une hausse des températures en hiver, comme on l'a déjà vu, mais qui est plus importante pour les températures extrêmes, donc les températures extrêmes froides. Cette hausse des températures, elle a évidemment des conséquences au niveau des cycles de gel-dégel. Donc, un cycle de gel-dégel, c'est une journée où on va avoir des températures positives et négatives dans la même journée. Donc, vraiment une variation de température dans la journée autour de zéro. Ce qu'on voit au niveau annuel, c'est finalement qu'on a une diminution de ces cycles de gel-dégel de 11 jours, mais quand on regarde en hiver, on a une augmentation de ces cycles de gel-dégel de 3 jours. Puis ça s'explique facilement parce que, comme on l'a vu, les températures augmentent de manière uniforme toute l'année, donc finalement, on va être plus loin du zéro en automne et au printemps, et donc les risques de gel-dégel, les cycles de gel-dégel vont se concentrer durant les mois d'hiver. Ensuite de ça, on pourrait regarder les précipitations hivernales qui sont présentées juste ici avec les mois de décembre, janvier et février.
Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y en a une hausse de ces précipitations. Les précipitations là, c'est les précipitations totales, c'est-à-dire que c'est à la fois les précipitations sous forme de pluie, mais également les précipitations sous forme de neige. Puis on voit vraiment une augmentation pour passer de 229 mm pour la moyenne des 30 dernières années à 253 mm pour l'horizon 2050. Là, je viens de vous montrer les précipitations totales, mais on pourrait se questionner, est-ce que ces précipitations vont tomber plus sous forme de pluie, plus sous forme de neige? Est-ce qu'il va y avoir une modification à ce niveau-là? C'est ce qu'on a essayé de vous représenter dans ce tableau. Donc finalement, vous avez les précipitations d'octobre à avril détaillées sous forme de pluie, sous forme de neige et le ratio de précipitations sous forme de pluie par rapport au total. Et tout ça pour notre moyenne des 30 dernières années et la moyenne de notre horizon 2050, c'est-à-dire des années 2041 à 2070. La première chose que je vais attirer votre attention dessus, c'est vraiment le total intermédiaire. Donc, quand on regarde la pluie, au cours de ces 7 mois, on avait par le passé en moyenne 376 mm de pluie qui tombait durant ces 7 mois, alors que dans le futur, on va tomber à 458 mm. Si on regarde la neige, pardon, on va voir qu'on passe de 190 mm à 162 mm. Donc on voit bien qu'on a une augmentation des précipitations sous forme de pluie et une diminution des précipitations sous forme de neige. Donc évidemment, ça se reflète dans notre ratio où on passe finalement pratiquement les 2/3 des précipitations sous forme de pluie à presque les 3/4 des précipitations qui seront sous forme de pluie dans le futur. Si on regarde par exemple un mois précis, donc on peut aller regarder le mois de décembre par exemple, on voit qu'au niveau du ratio, on passe de un petit peu moins de la moitié des précipitations sous forme de pluie durant le mois de décembre en Montérégie à finalement presque les 2/3 des précipitations sous forme de pluie. Donc on a vraiment une modification du régime des précipitations qui vont être de plus en plus sous forme de pluie et de moins en moins sous forme de neige durant les mois d'hiver. Évidemment, ça a aussi un impact sur la période d'enneigement. Donc cette période-là, c'est finalement la période où on va avoir en minimum de 3 cm ou 1 pouce de neige au sol. Puis comme on le voit sur la carte juste ici, en Montérégie, on était en moyenne à 124 jours avec 3 cm ou 1 pouce de neige au sol, donc c'est-à-dire un petit peu plus de 4 mois environ, à finalement 83 jours pour le futur. Donc finalement, on perd plus d'un mois de période d'enneigement en Montérégie. Puis, je vais juste vous faire remarquer, vous voyez que le pas de temps est un petit peu différent ici, simplement parce que les modèles qui calculent la neige sont des modèles un petit peu différents, qui ont un pas de temps un petit peu différent. Si on regarde maintenant l'épaisseur de cette neige qui va quand même tomber en Montérégie, on voit ici que c'est en millimètres, simplement parce qu'on va calculer la quantité d'eau qui est contenue sous forme de neige au moment où l'accumulation est maximale. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire fondre la neige, entre guillemets, pour aller mesurer la quantité d'eau. Donc c'est pour ça qu'on obtient des millimètres. Mais dans notre cas, on peut dire qu'un millimètre d'eau est équivalent à 1 cm de neige avant qu'il soit compacté, qu'il est maturé, puis qu'il soit tassé. Donc finalement, pour l'évolution en Montérégie, on voit qu'on était en moyenne dans toute la région à 116 mm de neige au maximum, c'est-à-dire 116 cm de neige au maximum, et on va passer finalement à 67 mm, donc on a une perte de presque 50 mm de neige, donc 50 cm de neige pour passer vraiment sous la barre des 100 cm de neige, donc du mètre de neige en hiver. Donc ces modifications au niveau des températures, au niveau des précipitations, vont aussi avoir un impact au niveau du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères. C'est la dernière chose dont j'aimerais qu'on discute sur cette saison hivernale. Donc l'endurcissement, c'est un processus naturel au cours duquel la plante va relocaliser ses ressources au niveau des racines pour pouvoir passer l'hiver et résister au froid. Puis pour s'endurcir, la plante a besoin finalement de températures fraîches à l'automne notamment. Puis c'est ces températures fraîches qu'on mesure dans le graphique juste ici avec les degrés froids. Puis ce qu'on voit, c'est que pour la Montérégie, il y a une certaine diminution de ces degrés froids. On a en fait 4 degrés froids de moins dans le futur. Donc on passe de 77 degrés froids à 73 degrés froids. Donc une diminution du potentiel d'endurcissement des plantes fourragères qui peut impacter leur survie ensuite.
et notamment en fonction de la perte d'endurcissement. Puis ça, c'est vraiment durant la saison hivernale. Si justement il y a des journées chaudes, des températures chaudes durant la saison hivernale, eh bien à ce moment-là, la plante peut se réveiller et donc perdre son endurcissement. Donc c'est ce qu'on mesure ici avec justement les degrés jours qui mesurent vraiment les journées chaudes en hiver. Puis on voit qu'on a une perte de degrés jours, ce qui veut dire que finalement on a une diminution finalement du nombre de journées chaudes en hiver. Mais si on regarde au niveau de l'incertitude, on voit qu'on a une certaine stabilité à ce niveau-là. Donc finalement, malgré la perte de potentiel d'endurcissement, il ne devrait pas y avoir de grosses modifications au niveau de la perte d'endurcissement pour la Montérégie. Donc voilà pour la fin de cette première partie. Donc avant de passer à la saison de croissance, je voulais juste vous rappeler un petit peu ce qu'on vient de voir finalement au niveau de la saison hivernale. Donc finalement, on a vu une augmentation des températures en hiver avec une augmentation plus importante des températures extrêmes, donc moins de froid extrême pour le futur. On a vu également une modification du régime des précipitations, donc plus de précipitations en hiver, mais qui seront principalement sous forme de pluie et non de neige, donc une diminution de la neige à la fois en termes de durée qu'en termes d'épaisseur. Puis enfin, un potentiel impact sur la survie des plantes, notamment avec une diminution du potentiel d'endurcissement pour les plantes fourragères. Pour bien démarrer la discussion sur la saison de croissance, évidemment, il faut savoir quand est-ce qu'elle débute, cette saison-là. Puis, pour la calculer, on dit qu'elle démarre au moment où on a 5 jours consécutifs avec une température moyenne supérieure à 5,5 degrés Celsius. Puis, quand on regarde le graphique juste ici, on voit qu'on a finalement un devancement de la saison de croissance qui est finalement devancé de 9 jours en moyenne pour la région de la Montérégie, vu qu'on passerait d'une moyenne autour du 12 avril à une moyenne autour du 3 avril pour la période future 2041-2070. De la même manière, on a un devancement de la date du dernier gel printanier à moins 2 degrés Celsius, qui va être devancé de 9 jours également. Donc on passerait de 19 avril en moyenne pour les 30 dernières années au 10 avril en moyenne pour notre horizon 2050. Je voulais simplement un petit peu vous remontrer avec ce tableau l'évolution finalement de la période sans gel et de la période de la saison de croissance. Puisqu'on voit finalement, c'est qu'au niveau du printemps, l'évolution de ces deux périodes-là est identique. Donc on a vraiment un devancement de ces deux périodes de 9 jours. Mais si on regarde maintenant au niveau de l'automne, juste ici, on voit qu'on a finalement la période sans gel qui va être plus allongée que la période de la saison de croissance. Donc ça veut dire finalement qu'on a potentiellement moins de risques dans le futur d'avoir des gels hâtifs à l'automne. Donc ça peut être intéressant au niveau des cultures. Donc simplement la compilation de tout ce qu'on vient de discuter. Donc on voit ici vraiment l'augmentation de la durée de la saison de croissance. On passe de 222 jours en moyenne pour les 30 dernières années à 240 jours pour l'horizon 2050, donc pour notre horizon futur. Si on regarde maintenant au niveau des précipitations printanières, mars, avril, mai, donc pourquoi on regarde ça? C'est parce que finalement on voit l'allongement de la saison de croissance, mais la question est, est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Est-ce qu'on va pouvoir aller semer plus tôt, rentrer dans les champs plus tôt? Puis une des parties de réponse, c'est d'aller regarder les précipitations. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une augmentation des précipitations printanières, mais si vous vous souvenez du graphique que je vous ai montré en début de présentation, eh bien cette augmentation, elle est assez uniforme entre ces 3 mois-là. Donc finalement, ça va être bien réparti, ces 27 mm en plus. On va avoir finalement un printemps qui sera plus pluvieux certes, mais qui ne devrait pas être un problème pour aller rentrer dans les champs plus tôt. Puis aussi, ce que je veux mentionner, c'est vraiment la variabilité interannuelle qu'on peut voir ici. Donc, vous voyez vraiment que d'une année sur l'autre, la quantité de précipitations est vraiment très différente et que finalement, dans le futur, cette variabilité va se maintenir. Donc, on va vraiment avoir des années très pluvieuses comme des années très sèches au printemps. L'allongement de la saison de croissance et l'augmentation de température se traduit aussi dans les unités thermiques maïs que je vous ai présentées ici. Puis encore une fois, évidemment, c'est les unités thermiques maïs
potentiel maximal. En réalité, c'est pas exactement ça qu'on peut semer d'une année sur l'autre. Donc finalement, ce que vous voyez, c'est qu'on a quand même une augmentation de ces unités thermiques maïs, donc de ces UTM, donc d'une augmentation d'environ 683 UTM en moyenne pour la région de la Montérégie. Puis ce qu'on voit, c'est donc qu'on passerait de 3200 UTM environ pour la moyenne des 30 dernières années à presque 3900 UTM dans le futur pour la région. Si on regarde maintenant au niveau des degrés jour, base 5 degrés, donc ils sont vraiment plus adaptés pour les plantes fourragères, on voit finalement qu'on a aussi une augmentation de presque 500 degrés jour. Donc on passerait de 2163 degrés jour pour la moyenne des 30 dernières années en Montérégie à 2671 degrés jour pour la période 2041-2070. Cependant, évidemment, cette hausse de température vient aussi avec certains inconvénients et c'est ce qu'on voit ici, c'est notamment les vagues de chaleur qui vont être plus fréquentes et plus intenses. Donc ici, vous avez le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 30 degrés Celsius. Ce qu'on voit, c'est qu'on passe finalement d'une moyenne d'environ 11 jours dans les 30 dernières années pour toute la Montérégie, où on tendrait finalement vers une moyenne de 33 jours dans le climat futur, donc un gain de 22 jours de température supérieure à 30 degrés. Donc c'est vraiment non négligeable. Puis évidemment, si la température de jour augmente, la température de nuit risque d'augmenter également. Puis pourquoi on regarde ça? C'est parce que finalement, si la nuit fait beaucoup plus frais, ça va être plus supportable pour les animaux, plus supportable pour les plantes, alors que s'il continue de faire chaud la nuit, eh bien ça peut être vraiment plus dommageable, avoir un impact négatif plus important. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en Montérégie, en moyenne, dans les 30 dernières années, il y avait environ 7 jours où la température de nuit était supérieure à 20 degrés, alors que dans le futur, on va retomber à 22 jours avec une température de nuit supérieure à 20 degrés. Donc, une augmentation de 15 jours avec des températures chaudes la nuit également. Si on regarde maintenant le résultat un petit peu de ces indicateurs, c'est le nombre de canicules, c'est-à-dire le nombre de périodes de 3 jours consécutifs minimum où on a une température maximale supérieure à 30 degrés. On voit qu'en Montérégie, en moyenne, il y en avait une par année. Encore une fois, c'est une moyenne des 30 dernières années. On voit ici qu'en réalité, on oscille plutôt entre 0 et 4 périodes de canicule selon les années. Mais dans le futur, la moyenne sera autour de 4 périodes. Donc, ça veut dire qu'on va osciller entre des années avec plus que 4 périodes et des années avec moins que 4 périodes. Donc finalement, on voit vraiment une hausse des vagues de chaleur pour la Montérégie. Donc vous l'avez compris, au niveau des températures, on a vraiment une hausse des températures sur toute l'année, mais particulièrement en été, avec une augmentation de 2,3 degrés Celsius en moyenne pour les mois d'été. Donc ça veut dire finalement plus de besoins au niveau des plantes, plus d'évapotranspiration. Mais quand on regarde juste ici les précipitations, on voit que finalement on n'a pas vraiment d'augmentation des précipitations. On aurait potentiellement 6 mm de plus, donc autant dire pas d'augmentation pour les précipitations futures dans ces mois-là. Donc on se retrouve finalement avec un problème, plus de besoins, mais pas plus de précipitations pour combler ces besoins. Donc c'est ce qui est représenté ici avec le bilan hydrique. Donc, vous avez vraiment la différence entre les précipitations anticipées et l'évapotranspiration potentielle de notre couvert végétal, qui est ici, pour la référence, une prairie rase. En vert, vous avez les valeurs pour l'historique, donc 1991-2020, et en orange, vous avez les valeurs pour le futur, 2041-2070. On voit que mois par mois, on a vraiment une aggravation du déficit hydrique. Puis si on cumule finalement les mois d'été, on a vraiment une aggravation de ce déficit hydrique assez importante vu qu'on passe de 157 mm de déficit à 200 mm de déficit à la fin de l'été en 2041-2070. Donc en plus de ces risques de stress hydrique, de cette aggravation du déficit hydrique, on a aussi une modification un petit peu du régime des précipitations, avec finalement plus de périodes sans pluie. Donc c'est ce que vous avez représenté ici. Une période sans pluie, c'est une période où on a moins de 3 mm de précipitations durant la période. Puis là, on vous a représenté les périodes de 5 jours et plus.
Puis ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on aura plus fréquemment des périodes de sécheresse, des périodes sans pluie de 5 jours et plus. Et en plus de ça, chaque période sera plus longue avec une dizaine de jours supplémentaires en cumulé pour ces périodes de sécheresse. Donc finalement, on a vraiment un signe qu'il va y avoir plus de sécheresse en été et que donc les pluies vont être vraiment plus sous forme d'orages localisés et non de pluies assez uniformes. Donc en plus de parler finalement du déficit hydrique, potentiellement les pluies vont aussi avoir des recharges moins efficaces dans le futur. Enfin, pour terminer la boucle, on arrive maintenant à la période des récoltes, à l'automne. Donc, on se pose la même question que pour le printemps, à savoir est-ce qu'on va pouvoir profiter de cet allongement de la saison de croissance? Est-ce qu'on va pouvoir récolter plus tard? Puisqu'on voit avec les précipitations pour le mois de septembre, octobre, novembre, c'est qu'il va y avoir une légère hausse, mais on peut dire finalement une certaine stabilité des précipitations automnales en Montérégie, vu qu'on passe de 280 mm pour la période 1991-2020 en moyenne à 286 mm pour la période 2041 à 2070 en moyenne. Donc on aurait une peut-être légère augmentation, mais probablement plus une stabilité des précipitations à l'automne qui vont vraiment permettre d'aller profiter de cet allongement de la saison de croissance en automne. Comme on en parle, je voulais simplement vous remettre un petit peu à l'écran les valeurs du premier gel pour la Montérégie et ça vous permettra aussi d'aller regarder pour votre localisation un petit peu plus précisément où est-ce que vous vous situez. Donc finalement, en moyenne pour la Montérégie, on passerait pour le premier gel automnal du 16 octobre au 28 octobre. Donc finalement, on aurait un retardement de ce premier gel de 12 jours. Donc ça veut vraiment dire qu'on aurait potentiellement moins de gel à cette période-là, ce qu'on a actuellement. De la même manière, la saison de croissance, elle aussi, va être retardée. La fin de la saison de croissance, elle aussi, va être retardée, vu qu'on a 9 jours de plus avec une température supérieure à 5,5 degrés pendant 5 jours consécutifs. Donc, on passe du 21 novembre en moyenne au 30 novembre en moyenne pour la Montérégie dans le futur. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis, avant de conclure, je voulais simplement revenir un petit peu sur ce qu'on vient de voir pour la saison de croissance en Montérégie. Donc, on a vu évidemment une hausse des températures qui va permettre un allongement de la saison de croissance, un allongement aussi de la période sans gel, une augmentation des UTM potentiels pour la région, même chose pour les degrés jours. Cependant, ça vient aussi avec certains défis, certains inconvénients, c'est-à-dire plus de vagues de chaleur qui seront plus longues et plus fréquentes. Puis enfin, au niveau des précipitations, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment d'augmentation des précipitations, une certaine stabilité pour l'été et l'automne, donc qui peut poser un problème au niveau des plantes, au niveau d'un potentiel stress hydrique, vu qu'on va avoir des besoins accrue au niveau des plantes à cause des températures qui augmentent. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, j'espère que vous avez appris des choses, puis je vous souhaite une très bonne journée.